Alors bonjour et bienvenue pour cette dernière semaine concernant la partie de Statique 2. Comme vous pouvez le voir, donc, je vais vous faire profiter un peu de cet auditoire. Moi, j'ai le privilège de pouvoir venir à l'EPFL, vous pas, donc au moins vous voyez votre auditoire, vos places de travail qui restent vides malheureusement. Et on fait un petit tour d'horizon de la salle, comme ça vous sort un peu de votre bureau. Comme certains m'ont fait la remarque, j'ai aussi répondu sur Facebook, j'ai fait une erreur lors du dernier cours concernant ce fameux coefficient. J'enregistre un peu en live. Et en live, j'ai aussi des erreurs, donc on voit qu'en vidéo, elles restent malheureusement. Ce n'est pas donc le 6i sur L carré, donc la valeur du moment est bien juste à cet endroit-là. Je cherchais en fait le moment qu'il y a ici. Mais je l'ai fait de mémoire et si l'on reprend ce transparent-là, je pense que vous voyez que dalle. Donc on va remettre un peu le transparent sur une table. Voilà, donc c'est bien la valeur du moment qu'il faut que j'écrive, c'est le 4i sur L et non le 6i sur L carré. Donc je pense que vous allez vous-même pouvoir faire la correction qu'on va faire de suite en direct. Donc en direct relive. « 4i sur L ici et puis « 4i sur L comme ceci pour ce coefficient. Je vais donc repasser à mon système de ventouse pour les transparents avec mon smartphone et on va regarder précisément cet exemple que vous avez dans le cours. Donc on retrouve cet exemple dans le polycope avec le fameux 4i 2 sur L, 4ci 2 sur L, avec en fait l'équation d'équilibre. Si je reviens sur cet exercice où là en fait on fait varier ici l'inertie de la colonne de droite, on a après pas mal d'analyses de sensibilité que je vous laisserai regarder dans le cours qui sont assez intéressantes, où on regarde un peu le comportement un peu des structures en fonction de ce C. Donc vous verrez dans les exercices, on fait souvent discuter des résultats en fonction du C, c'est pour regarder qu'est-ce que ça va donner au niveau des déplacements, au niveau des efforts, lorsqu'on va varier une inertie. Comme je vous le rappelle, les efforts se distribuent toujours au prorata des rigidités. Ici, par exemple, on voit en fonction du C, donc en fonction de l'inertie de la colonne de droite, on va regarder quelle va être la valeur du déplacement. C'est intéressant de voir que si cette inertie est plutôt faible, c'est-à-dire dans la partie très basse de l'axe des ordonnées, on va se retrouver avec un déplacement maximal qui va valoir cette déformation, donc 9 ph³ sur 448 ti. On voit qu'il suffit d'augmenter assez peu l'inertie, assez peu, on va dire C égale 1, pour obtenir un déplacement nul. C'est pas mal de voir que, évidemment, lorsque j'ai une inertie identique à gauche et à droite, du fait que ma charge est centrée, je n'ai pas de déplacement horizontal. C'est normal, C égale 1 et 0. Et ensuite, ce déplacement va atteindre en fait une valeur maximale d'environ moins 0,2, qui va donc partir sur le côté, et ne va pas atteindre une valeur supérieure à ce moins 0,2. Donc on voit que si l'inertie est très très faible, on va avoir un déplacement horizontal qui va être plutôt faible. Donc toutes ces analyses de sensibilité, vous les retrouvez dans le cours. C'est toujours intéressant de regarder un peu comment fonctionnent un peu ces structures en analysant ces courbes. Donc pour cette dernière leçon correspondant en fait à la méthode de déplacement, donc on a vu un peu toute la théorie là-dessus, je vais vous montrer quelques exemples physiques, notamment des exemples de génie civil. On voit un peu le cheminement des efforts que l'on va avoir dans ces structures. Alors j'ai pas mal réfléchi, finalement on va simplement filmer l'écran. Dans la profession, l'ingénieur il doit être rapide et efficace
Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de filmer directement l'écran plutôt que d'intégrer ça dans une présentation. Donc voilà une application que j'ai eue dernièrement dans mon travail. Donc comme je vous l'ai dit, je suis ce qu'on appelle maître de l'ouvrage, ingénieur civil à la ville de Vevey. Et à proximité du port, sur une jetée, il a fallu changer un arbre que l'on a à cet endroit-là, à peu près. Et le jardinier donc m'a dit voilà, j'aimerais venir avec un camion grue pour pouvoir poser un arbre. On a quand même une vingtaine de mètres de portée pour pouvoir arriver à cet endroit-là. Donc je dis ok, mais bon, c'est quoi comme type de camion? Oh écoutez, c'est un simple, j'ai un simple, mais un camion grue. Il faut savoir qu'un camion grue comme ça, il arrive souvent avec 5 ou 6 semi-remorques de lest d'acier et on arrive vite à une centaine de tonnes à placer sur l'ouvrage. Ici, donc, par exemple, je montre un camion grue qui est là, qui porte une certaine charge, mais pour éviter le basculement de la grue, à l'arrière, à cet endroit-là, on pose souvent 40, 80, 100 tonnes de plomb, d'acier, pour pouvoir éviter le basculement. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une centaine de tonnes à placer à cet endroit-là. Alors là, il faut toujours avoir l'œil de l'ingénieur et se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Parce que au niveau des grues, vous verrez, c'est souvent les accidents les plus spectaculaires et les plus compliqués qu'il puisse avoir après à gérer au niveau du droit, c'est-à-dire avec les avocats, les autres ingénieurs, les architectes, etc. Je vous encourage à taper Crane Accident sur Google pour trouver les vidéos et vous allez rapidement vous faire peur. Alors au niveau justement de ces grues, le problème c'est pas la grue en elle-même, la grue en elle-même va toujours tenir, mais ce qui va se passer ça va être au niveau de la géotechnique, c'est-à-dire que par exemple là on voit que lorsque l'on va avoir un bras de levier important, forcément le moment à reprendre va faire en sorte que la force ici va être très importante. Cette force va s'appuyer sur le sol et peut par exemple casser un mur de soutènement si l'on se trouve dans ce type d'exemple. Ici, donc, il faut toujours regarder un peu ce qui se passe, voir un peu l'historique de la ville. Et la ville de Vevey, comme beaucoup de villes lacustres, ont été construites un peu sur le lac, c'est-à-dire qu'avant, les rives du Moyen-Âge se trouvaient ici. Ces rives ont été remblayées, et au bout d'un moment, ça s'est arrêté parce qu'il y avait forcément des effondrements des remblais. Ensuite, j'ai analysé un peu cette structure là où on posait la grue et on voit que là, on a une jetée, c'est pour que les bateaux de la CGN puissent venir, donc on a un pont, et regardez un peu qu'est-ce qui se passe précisément ici. Et en allant regarder dans les archives de la ville, je suis tombé sur en fait une structure de type grille de poutre, alors qu'on pensait être sur du terrain, et cette grille de poutre en fait correspond à un pont. Donc ça veut dire qu'on était qu'on voulait placer cette grue à un endroit qui était une structure. Et là, lorsqu'on reprend un peu les plans de l'époque, donc quand on les a, c'est pas mal, on trouve un peu les types d'armatures, donc il faut recalculer un peu comment ceci fonctionne. Donc là, on se trouve dans un cas typique de réhabilitation d'ouvrage. Regardez un peu ce qu'on a sur un ouvrage. Évidemment, les plans, c'est un ouvrage de 1905, je crois, donc c'est assez vieux. On a de vagues plans, quelques armatures, et puis on devine un peu que la structure est, si je regarde en 3 dimensions, ça va être une grille de poutre qui va être posée en fait sur ce qu'on suppose différents piliers. Donc là, c'est typiquement de la modélisation qu'il faut faire. Globalement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre mes 100 tonnes quelque part sur la grille de poutre. Donc il ne faut pas hésiter à faire un modèle extrêmement simple de poutre. De poutres sur multiples appuis avec éventuellement une certaine charge répartie. Ensuite, au niveau du calcul, on va se dire, c'est quelque chose de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois hyperstatique, donc on peut faire une méthode des forces, méthode des déplacements.
Ça, c'est ce qu'on ferait dans un ouvrage neuf. Je veux dire que dans un ouvrage assez vieux, on ne sait plus trop comment vont réagir les poutres. Est-ce que j'ai pas des joints par hasard? Peut-être que c'est des morceaux de poutre qui sont posés les uns à côté des autres. Donc globalement, je dirais que quand on doit donner comme ça, au pif, une réponse en 1 heure, hein, parce qu'évidemment on vous téléphone le lundi matin en vous disant que le camion arrive à 10 heures, ben, au niveau du modèle, on ne va pas se casser la tête. On n'a qu'à prendre différentes rotules et on fait tout simplement, pour le calcul des moments, un QL carré sur 8. Pour trouver le moment maximum que peut prendre cette poutre. Donc ça veut dire que ça sera le moment max du max. On est sûr qu'on n'aura pas plus. Mais si on nous demande de se prononcer, eh ben, on sait qu'on n'aura pas plus que QL carré sur 8. Donc c'est toujours intéressant de comprendre un peu ce cheminement des efforts, notamment dans la rupture, qu'est-ce qui peut se passer. Donc une fois qu'on a le moment, il faut encore calculer quelle va être la résistance de la structure. Ici, je vous rappelle, une structure en béton armé. En gros, pour reprendre pour l'équilibre de la section le moment que l'on a ici, on va avoir une certaine force de compression combinée à une force de traction dans l'armature. Vous verrez que pour les vieilles structures, le béton en général résiste bien à très bien. Si on regarde la valeur de calcul d'un pont qu'on construit maintenant, la résistance à la rupture du béton en compression, ça va être de 30 Nm². Lorsque ce béton vieillit, par exemple lorsqu'il a 20 ans, eh ben, étonnamment, la résistance d'un vieux béton sera beaucoup plus élevée. Elle sera à 100 Nm². Donc un vieux béton va toujours mieux résister en général qu'un béton neuf. Le tendon d'Achille des structures, c'est précisément la force que l'on peut reprendre dans l'armature. Et l'armature en béton armé, c'est le nerf de la guerre. Donc là, il faut toujours aller regarder l'état de l'armature. Alors, l'armature, il faut déjà la voir. Donc si on ne la voit pas, on peut supposer que les plans sont plus ou moins justes. Ensuite, je suis tombé dans les archives par bonheur sur des photos montrant que l'état de l'armature sous l'ouvrage était relativement mauvais. Et c'est là qu'on commence à se faire peur, et notamment en allant visiter, on voit qu'assez rapidement, on trouve en fait des parties de béton éclatées car l'armature a corrodé. Donc dans ce cas-là, ça devient compliqué. Alors, que faire ?